Bonjour, bienvenue sur République IT, le média. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Géry. Bernard, bonjour. Bonjour Bertrand. Donc Bernard, vous êtes le directeur général adjoint à la transformation numérique de la région Île-de-France. Alors, on va commencer les choses assez classiquement. La région Île-de-France, c'est donc une région. C'est quoi une région d'une manière générale en termes de compétences? Et puis, on va voir un petit peu plus la région Île-de-France, ses particularités, parce que c'est quand même la région capitale. C'est vrai que c'est la région capitale, c'est 12 millions d'habitants, c'est un budget de 5 milliards d'euros environ, c'est 11 000 agents, 2 000 au siège et 9 000 dans les 470 lycées franciliens, puisque c'est une des premières compétences de la région et c'est un de ses premiers budgets, c'est les lycées. Derrière, c'est le soutien au transport, donc le soutien Île-de-France Mobilité, mais aussi le RER vélo, le plan route. Et puis, c'est aussi un soutien en matière de développement économique et d'innovation. On sort de Vivatech et on a aussi fait quelques annonces en matière d'annonces. Et puis, politique, un soutien culturel. Et puis, une originalité, on ne la connaît pas bien. On a un organisme qui gère des forêts. Donc, on a aussi des forêts en Île-de-France qui appartiennent à la région. Alors, vous n'êtes pas DSI. Vous êtes directeur à la transformation numérique. Alors, pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est en 2021. Fin du réélection de la présidente Valérie Pécresse. Et on avait à l'époque un rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous disait qu'on n'était pas très bon, un, sur le parti RGPD, et deux, sur la stratégie numérique, elle manquait peut-être un peu de lisibilité. Départ du DSI, et à ce moment-là, on se dit c'est l'occasion de changer les choses et d'avoir un pôle non plus d'une simple DSI, entre guillemets, mais de faire un vrai pôle transformation numérique qui s'articule autour de 3 directions. La DSI historique, qu'on est en train technique, mais où on veut justement la faire sortir du technique pour être un vrai business partenaire des métiers, un vrai partenaire des métiers. On crée une direction de la data qui n'existait pas, donc on réintègre la data géographique, le RGPD, le décisionnel, et puis aujourd'hui l'IA. Et puis une troisième direction qui est la direction du numérique, plutôt tournée vers les usagers externes. Tout ça, c'est une équipe d'environ 115-120 personnes renforcée par un certain nombre de prestataires, que ce soit au siège ou dans les lycées. Alors, un point important également, c'est votre architecture IT, parce que vous êtes une puissance publique, vous êtes une collectivité territoriale, donc avec un certain nombre de particularités, un certain nombre d'obligations en termes de sécurité, en termes de souveraineté. Donc pas question, par exemple, de mettre les données des citoyens chez AWS ou chez Microsoft. Donc comment ça marche ? Alors, on a 2 pans d'activité, comme je disais. Il y a la partie lycée et puis il y a la partie siège. On a gardé, quand je suis arrivé, on avait contribué en 2018 à la création du data center Val d'Oise numérique. Et on était un des premiers clients de ce data center. On l'a construit avec Rachid Hadda. Et à l'époque, c'était ce concept de data center sous gouvernance publique avec une exploitation privée n'était pas forcément bien compris, etc. Mais on a saisi l'opportunité du déménagement de la région qui était à l'époque au 7e arrondissement et qui a basculé à Saint-Ouen pour basculer dans ce data center. Par contre. Donc on a gardé cette architecture hybride où on a conservé une partie de data center souverain et on s'est aussi ouvert au mode SaaS. Donc globalement, on arbitre entre les deux. Et puis si je prends la partie, ce qu'on appelait Smart Service, Smart Région, donc service au public, aujourd'hui on est chez Scaleway. Donc on est hybride, à la fois un data center qu'on opère et sur lequel il y a des services managés, une brique qui va être chez Scaleway, et puis une troisième brique sur des éditeurs en mode SaaS sur lequel on les a laissés en mode SaaS. Peut-être qu'on pourra évoluer, mais en tout cas c'est comme ça. D'accord. Alors, en général, quand on parle de la région et de son IT, c'est pour, juste avant les élections, mettre en avant des services aux citoyens, etc. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va parler de la gestion interne. Alors, en tant que contribuable qui paye des impôts, je trouve que c'est important aussi de parler de ça, puisqu'on parle aussi de votre efficience. Tout à fait. Donc, en l'occurrence, c'était tout le cœur, véritablement, de toute activité, le système d'information financier. Alors, d'abord, ça fonctionnait comment avant ? Alors, avant, on avait c'est une architecture, en tout cas un SI, qui datait d'une 15-20, je n'ai pas fait le détail exact, mais en tout cas... C'était vieux. C'était vieux, et je pense qu'en tout cas, les principes, etc., dataient de 2005-2010, quoi. Donc on savait, on avait un éditeur, on était avec Atos et ça s'appelait Coriolis V4. Oula, c'est effectivement très vieux ça. C'est très vieux et donc ça faisait
petit moment que j'alertais ou qu'on travaillait sur cette idée de le renouveler. Et donc, petit benchmark, sourcing, etc. Et finalement, en accord avec la direction financière, qui est forcément très impliquée dans ce type de projet, mais c'était un des enjeux, justement, de bien se réaligner. On décide de suivre l'éditeur, c'est-à-dire Atos, dans sa nouvelle version, IGF, mais cette fois en mode SaaS, avec une souplesse. On fait ce choix-là en disant d'accompagner finalement l'éditeur, et on est sans doute son deuxième client en mode SaaS sur IGF. Alors, en plus, bon, Atos gère ses propres data centers, hein, c'est quand même, là je dirais pas son cœur historique de métier, donc c'est un SaaS chez lui, je présume. C'est un SaaS chez lui pour le moment, parce qu'on pourrait imaginer de faire évoluer, mais en attendant, on fonctionne comme ça. Ça nous permettait aussi de travailler, on va dire, un peu différemment avec la direction financière, qui peut-être était, je dirais, trop présente dans sa capacité à travailler dans le SI. Donc on a voulu donner quelques bonnes règles de gouvernance, bonnes règles de sécurité, et finalement dans le process, le SaaS allait jouer un peu ce rôle-là de changement des process. Est-ce que par exemple il y avait des spécificités qui avaient été installées dans l'ancien système Coriolis, et là vous êtes revenu au standard ? Il y avait beaucoup de spécificités et il y avait une forme de confusion entre un outil qui s'appelle chez nous Iris et qui était le SI Subvention. Puisqu'on parlait des compétences de la région, une de ces compétences, c'est de faire des politiques publiques. Et souvent, ces politiques publiques se traduisent par des subventions aux entreprises, aux associations culturelles. Il y a aussi des schémas directeurs. Mais donc, et au fur et à mesure, l'organisation entre SI Finance et SI Subvention était devenue un peu floue. Les données de référence étaient dans l'un dans l'autre. Donc, on a voulu remettre à plat. Et ce qui fait que le deuxième chantier, entre guillemets, qui va suivre, et on est en phase de finalisation de l'appel d'offres, c'est bien le SI Subvention pour boucler cette chaîne financière. Alors, il se trouve bien évidemment, comme vous êtes collectivité locale, certes, vous avez des impôts qui vous sont propres, mais vous avez de toute manière à travailler avec l'État. Et l'État, lui, utilise le système Chorus, qui est à base SAP. Donc, des systèmes différents du vôtre. Comment ça se passe? C'est de l'EDI, c'est du lien API, c'est quoi? Oui, il y a un lien direct. Enfin, les outils financiers des collectivités ont par nature cette connexion avec Chorus, puisque la facturation passe par là, hein, des entreprises. On a aussi un autre lien, nous, qui nous amène à la DRFIP, à la Direction des Finances, puisque suivant le système Helios, donc. C'est ça, le bon principe ordonnateur comptable. La collectivité instruit ses factures, les valide, les fait transiter, mais le payeur final est la DRFIP. Et donc, effectivement, ça a été une grosse année pour nous, entre les difficultés qu'a pu avoir la DRFIP en début février, et puis nous, notre système financier, l'année a été rude. Alors, point important, je le disais, je suis très content que vous ayez abandonné des vieux systèmes pour gagner en efficience en tant que contribuable. Mais alors, justement, quand on fait ce genre de projet véritablement interne, est-ce qu'on peut en calculer un ROI ? Alors, on essaye. J'ai un exemple à la direction des lycées, qui est sans doute la direction qui fait le plus de factures. On a 1000 chantiers par an, donc un volume de factures assez conséquent. Et là où on en tire du bénéfice, et en tout cas avec ces nouveaux systèmes, c'est autour de l'APIsation, autour de la connexion entre outils. Et donc on est en train de travailler à la connexion entre l'outil des marchés, de suivi de tous ces marchés, et l'outil financier. Et on estime qu'on a un gain potentiel de 10 à 15 personnes, parce que simplement on va apaiser, on va éviter des ressaisies, des nombreuses ressaisies, parce qu'on a aussi fait évoluer le système de marché, où c'est maintenant l'entreprise qui rentre ses données et c'est plus nous qui le faisons. Donc au global, dans cette revisite, on a ce type de gain. Celui-ci, je l'ai en tête, il est le plus évident. Et je sais que la directrice des lycées m'attend fermement pour finir cette interconnexion, pour pouvoir accélérer. Alors, tout à l'heure, on a parlé bien évidemment du fait que la direction financière avait été impliquée dans le choix du produit. Est-ce que cette direction a été également impliquée dans la conduite réelle du projet ? Que ce soit par exemple le fait de paramétrer, de faire certains états, etc. En fait, la direction financière était très très impliquée dans l'ancien système, et je pense qu'on a essayé plutôt de rééquilibrer autour d'une équipe projet, donc pôle transformation numérique, direction financière et évidemment à un moment donné les directions métiers.
Mais je repense à un dernier séminaire qu'on a fait en juillet 2025, où on a travaillé justement à réduire toutes les spécificités. En fait, l'enjeu était là, un enjeu de transformation qui était de dire on faisait comme ça avant, mais l'outil nous permet de faire ça. Est-ce que finalement, on ne peut pas aller vers le standard? Et donc, il y a eu tout un travail d'accompagnement et on l'a fait ensemble. Et je crois qu'au final, une forme de satisfaction de tout le monde de dire oui, et je crois que c'est aussi dans la méthode abordée, c'est dire on faisait comme ça avant. C'était sans doute bien. Je me souviens à un moment donné en disant oui, ça on l'a décidé en 2005. Et je dis mais je ne doute pas qu'en 2005, ce choix était valable. On est en 2025, on a le droit de le revisiter et donc de détendre, entre guillemets, et c'est souvent un peu ces éléments de conduite du changement que tu connais bien, c'est de détendre tout le monde en disant il n'y a pas de jugement de valeur. C'était comme ça, aujourd'hui ça a évolué, il y a un outil, essayons. Et je pense qu'on a réussi du coup à recréer du lien, à recréer une vraie équipe et en dépassant. Le travail n'est pas terminé, mais en tout cas je crois qu'il y a une forme de confiance qui s'est installée dans cette capacité à se dire on est capable de revisiter, de simplifier des choses et d'aller vers le standard. Alors, autre élément important, donc on a dit, bon, il y a des liaisons avec Chorus, avec Helios, et on parlait tout à l'heure de l'outil de gestion des subventions, qui est visiblement un outil important aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres phases au projet? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il y a une phase qui est une grosse phase, on va dire, d'apéisation, d'interconnexion entre ces outils. Donc, gros chantier entre les outils marchés. Donc premier élément. Et une autre phase qui est aussi, évidemment avec les outils RH, mais une autre, on a mis en place un EPM et donc on s'est appuyé sur l'éditeur Pigment. On avait commencé à la direction des lycées, qui pour gérer ces 1000 chantiers, sa programmation pluriannuelle, l'impact des indices de révision de prix sur un chantier, ça peut se chiffrer en vingtaine, trentaine de millions d'euros en fonction des aléas. Et donc, plus les aléas de chantier, etc. Donc elle avait vraiment besoin d'un outil qui lui permette de sécuriser cette programmation pluriannuelle et d'aider aussi la direction financière à bien programmer ses investissements au cours de l'année, ses affectations budgétaires. Et donc on a travaillé dans un premier temps avec Pigment, ce qui a permis vraiment de sécuriser et de revisiter là aussi les process. Donc vraiment une directrice métier qui, au travers de changements d'outils, revisite la façon de travailler. Donc, est-ce que là aussi, retour au standard? On s'appuie sur les standards avec la capacité de paramétrer de Pigment et cette capacité à se projeter 4-5 ans plus tard et en fiabilisant vraiment ces données. Du coup, on s'est aussi appliqué à nous-mêmes. Le pôle transformation numérique, on a multiplié nos chantiers aussi au cours de ces 3-4 dernières années. Et donc, on avait besoin de sécuriser ces chantiers en programmation, donner de la visibilité sur ce qu'on fait, donc en Pigment. Et puis là, on attaque la direction des transports qui avait un outil interne développé par un ancien directeur, donc qu'on a besoin un peu de sécuriser et de revisiter parce qu'il est parti depuis quelques années. Et donc on travaille aussi avec Pigment. Et puis la direction financière s'est dit, finalement, ça vient bien compléter, pour revenir à notre sujet de SI Finance, le PM vient bien compléter ce que je mets en place, il est plus fin. Il me permet de mieux préparer mes budgets en temps réel. Et puis l'arrivée de l'IA aussi sur les outils Pigment permettent... Voilà. Je me disais, c'est quand même étonnant. J'ai essayé de ne pas en parler pendant un quart d'heure, j'ai tenu. Voilà, donc de l'IA. Mais maintenant, on y va. Non, de l'IA, donc au-delà de ça, et c'est intéressant parce qu'avant d'arriver à l'IA, on voit justement tous les chantiers qu'on doit mener. L'IA, tu le sais très bien, n'est pas magique. Elle nécessite de structurer un certain nombre de choses, de données, d'outils, de contextes, de connaissances. Et donc, c'est ces briques-là, on peut maintenant venir commencer, et pourquoi pas, ce qu'on va faire rapidement, sans doute, programmer des rapports avec de l'IA, des choses de ce type qui arrivent. En tout cas, voilà un peu l'écosystème tel qu'on financier, tel qu'on l'a installé ou qu'on l'installe. Très bien. Eh ben, merci Bernard Géry. Merci Bertrand. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à très bientôt sur République IT, le média. Au revoir.